Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons commencer cette session sur la finance à impact avec un titre assez large, Illusion ou réalité. Et nous aurons l'occasion pendant cette session d'avoir de nombreuses interventions de gens que je vais présenter maintenant. Éric Pinon, qui est juste à côté de moi, qui est président honoraire de l'Association française de gestion financière et par ailleurs senior advisor de la financière de l'Échiquier, qui représentera, disons, le métier des sociétés de gestion. Daniel Biarnet, président de l'Association française des trésoriers d'entreprise et par ailleurs directeur financier adjoint de Saint-Gobain, donc le côté des émetteurs, les entreprises qui cherchent des financements. Et vous êtes également en charge des relations avec les agences de notation, ce qui évidemment vous donnera une légitimité particulière pour parler de la question des normes et de la notation. Ensuite, nous aurons Cécile Cabanis, directrice générale adjointe de Tikeo Capital. Cécile Cabanis est chez Tikeo depuis un peu plus d'1 an maintenant, après une carrière brillante chez L'Oréal, Orange et Danone. Vous êtes là aussi le côté investisseur, avec à vos côtés Thierry Déhaut, lui aussi sera côté investisseur, si j'ose dire. Thierry Déhaut est le PDG de Meridiam, qu'il a fondé. Un fonds qui se consacre aux infrastructures et qui a donc une notion du temps beaucoup plus longue. On aura là aussi le côté des financiers et des investisseurs. Sabine Maoderer, qui est membre du directoire de la Bundesbank. C'est sa première participation aux rencontres économiques d'Aix. Donc bienvenue, on est ravis de vous avoir ici. Vous êtes spécialement en charge des ressources humaines et des marchés. Vous êtes aussi vice-présidente et bientôt présidente, en 2024 vous serez la présidente de l'association des banques centrales et des superviseurs, NGFS, c'est-à-dire Network for Greening the Financial System. Et donc on parlera évidemment de Greening the Financial System. Et puis, comme traditionnellement aux rencontres économiques, c'est une économiste, un ou une économiste, en l'occurrence Céline Gimet, qui est ici professeure d'économie et de finances internationales à Sciences Po et à Aix-Marseille School of Economics, membre invité du Cercle des économistes. Et c'est vous qui introduisez le sujet, puisque c'est la tradition. Céline. Merci beaucoup. Donc bonjour. Donc comme vous l'avez vu dans les sessions qui ont précédé celle-ci, les entreprises, par leur stratégie d'investissement, ont un rôle essentiel dans la transformation du monde vers des modes de production plus justes et plus durables. Et bien dans le cadre de cette session, nous allons mettre l'emphase sur le rôle des investisseurs qui ont une influence déterminante dans l'orientation des pratiques des entreprises qu'ils financent. Donc nous allons parler de l'investissement à impact, qui s'est défini au sens strict comme une démarche intentionnelle de la part de l'investisseur qui a une contribution sociale et environnementale positive, directe, mesurable dans la décision d'investissement de l'entreprise. Donc pour le différencier de ce qu'on connaît, par exemple l'investissement socialement responsable, dans le cadre de l'investissement à impact, l'impact environnemental et social est considéré comme prioritaire par rapport à la rentabilité financière. Donc on en déduit que le principal enjeu, mais aussi la principale difficulté, est le fait que l'on se situe dans une dynamique de long terme. Donc l'investissement à impact concerne tous les secteurs. Il est né en Amérique du Nord au début des années 2000, puis a connu une croissance exponentielle en Europe depuis la crise de 2008. Donc aujourd'hui, nous allons aborder 3 questions essentielles dans le cadre de ce panel. Donc la première porte sur les motivations. La deuxième sur la définition et la mesure des objectifs et de l'impact. Et la troisième sur la coordination des différentes initiatives à l'échelle globale. Donc concernant les motivations, outre la philanthropie, la réputation, chaque décision d'investissement est liée à un objectif de rentabilité. Eh bien, dans le cadre de l'investissement à impact, au-delà de la logique financière, nous allons intégrer une dimension environnementale et sociale qui va permettre une meilleure estimation du risque global et donc une allocation plus efficace des ressources et une meilleure estimation du risque et de rendement qui ne sera plus uniquement financier, mais qui va s'attendre au rendement extra-financier.
Donc empiriquement, les études ont montré que le rendement financier de l'investissement à impact était à peu près équivalent au rendement financier d'un investissement traditionnel, mais que par contre, l'impact social en termes de bien-être global sur le long terme était largement supérieur. Donc il semblerait que la performance extra-financière tire la performance financière. Donc aujourd'hui, ces actifs ont particulièrement du succès sur les marchés financiers, tels que peut en attester par exemple l'émission récente des bonds verts au niveau européen. Donc au-delà de la question de la rentabilité, se pose aussi celle inhérente aux incitations et à la responsabilité des entreprises. Donc la poursuite d'un objectif de stabilité sociale et environnementale peut être considérée comme un bien public, c'est-à-dire que chaque individu peut en bénéficier au même titre et en même temps. L'État a donc un rôle à jouer. Or, il ne peut pas centraliser la production de ce bien. Il doit donc créer les conditions pour que les entreprises intègrent un intérêt collectif, l'intérêt collectif, dans leur stratégie d'investissement. Donc pour cela, il dispose de différents outils tels que la réglementation, différents types d'incitations. Mais cela montre que les choix politiques sont directement liés aux logiques économiques. Et on pourra, par exemple, discuter d'initiatives qui se situent dans cette dynamique, comme par exemple le plan d'action européen pour la finance soutenable de mars 2018. Deuxième question, extrêmement importante aussi, c'est celle de la définition et de la mesure des objectifs et de l'impact, pour deux raisons. La première, pour pouvoir mesurer le rendement extra-financier, et la seconde, non moins importante, pour éviter les stratégies de greenwashing ou de SS-washing. Alors cela suppose l'élaboration d'une carte de critères qui soit claire, qui soit transparente, mais cette mission est particulièrement difficile du fait de la nature multidimensionnelle de l'impact. Donc aujourd'hui, les chercheurs, les institutions internationales travaillent sur ce sujet. Il existe aussi des référentiels communs à travers les objectifs du développement durable des Nations Unies ou encore l'accord de Paris, mais ils doivent être accompagnés d'objectifs complémentaires afin de tenir compte de spécificités de chaque secteur. Et c'est là qu'intervient la troisième question, celle de la coopération et de la coordination entre les différents acteurs, privés et publics, à l'échelle nationale, régionale et internationale. Tout d'abord, dans la définition des objectifs, mais aussi des critères, des normes et des règles qui les accompagnent. Et il est à noter que le fait que la Banque centrale européenne se saisisse de la question de la politique monétaire verte va certainement accélérer cette dynamique, mais aussi pour que ces initiatives ne restent pas concentrées dans quelques pays du monde, mais véritablement se diffusent à l'ensemble des économies de la planète. Donc ce sont tous ces points qui vont être débattus dans le cadre de cette session, qui fait intervenir différents acteurs du monde économique d'aujourd'hui pour répondre au caractère systémique de la réalité de l'investissement à impact. Je vous remercie. Merci Céline, merci beaucoup. Je vais passer la parole, merci, à Sabine Maoderer. Donc je le rappelle, Sabine est membre du directoire de la Bundesbank, également en charge en vice-présidence et bientôt présidente d'une association des banques centrales et des superviseurs sur le verdissement de la finance. So what is really needed in finance, Sabine? So, merci beaucoup à Céline, Nicolas. C'est un grand plaisir à discuter, participer à ce panel. Yeah, but let me, especially to discuss it with my French friends. So let me continue in English. Je suis ravie de discuter avec mes amis français. Je vais continuer en anglais car c'est plus simple pour moi. Je représente le secteur public ici. Et par conséquent, je voudrais commencer avec la définition de quoi il s'agit lorsqu'on parle d'investissement à impact. Je suis un peu inquiète sur le fait qu'on se concentre sur une petite niche, sur quelques investissements à impact, et je voudrais aller plus loin et demander pourquoi cela devrait nous intéresser. On devrait être intéressé par ce sujet car l'économie doit être transformée. Nous devons réellement, en France, en Allemagne ou à travers le monde,
Nous devons savoir que l'économie réelle doit être transformée, Crucial, because our wealth doit être transformée. Notre PIB dépend des industries qui sont basées dans le carbone. Comment est-ce qu'on peut permettre une transition de ces industries? Le financement de ces sociétés, de ces startups qui développent les technologies vertes, je suis sûre qu'ils vont avoir suffisamment d'argent, car c'est l'avenir. C'est excellent qu'on puisse financer ces sociétés, mais maintenant, il faut prendre en compte le fait que nous devons trouver une solution pour trouver des financements pour nos industries de base, qui sont à la base de notre économie, pour les inciter à commencer le chemin avec les incitations carbone de orange à jaune à vert. Cela prend du temps. Et quel est le rôle du secteur public dans cela? Et Céline a touché cela et Nicolas également. Quel est le rôle du secteur privé? Nous devons définir nos rôles. Je vais commencer avec le secteur public que je représente ici aujourd'hui. Regardons les chiffres. Quels sont les volumes? Et je vais vous donner 2 chiffres qui sont représentatifs de cet éléphant dans la pièce avec nous. Pour transformer le système énergétique en Europe, on aura besoin de 350 milliards d'euros, tout simplement pour transformer les systèmes énergétiques. Je ne parle pas de la transformation complète. Un autre chiffre plus choquant, si nous avons une vision globale, l'Agence d'énergie internationale indique que nous avons besoin de 5,8 trillions de dollars américains pour financer la transition. Ces chiffres nous démontrent que ce n'est pas gérable uniquement par le secteur public et ce ne serait pas une bonne idée. Nous devons faire autre chose. Nous devons partager la responsabilité. Souvent, je pose la question pour savoir quelle portion doit être financée par le secteur public et quelle portion par le secteur privé. Dans le monde développé, la plus grosse partie doit être financée par le secteur privé et nous avons beaucoup d'experts autour de moi qui vont nous dire comment ils vont le faire. Et pour vous donner une petite idée, la Fonds monétaire international dit pour l'Irlande qu'un tiers doit être financé par le secteur public et 2 tiers par le secteur privé. Je n'ai pas d'autres chiffres, mais je pense que dans le temps, lorsqu'on va comparer les chiffres et dans le monde en voie de développement, le rôle du secteur public est plus important que le rôle du secteur privé parce qu'il y a un manque d'accès au financement. Et ici, dans notre hémisphère, le secteur privé joue un rôle plus important. Passons maintenant au secteur privé. Lorsque je parle d'investissement à impact, il s'agit beaucoup des marchés des capitaux. Mais la vérité est qu'en Europe, et les fonds en Allemagne sont basés dans les banques, l'économie est basée dans les banques. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous devons savoir quel rôle jouera le secteur bancaire à l'avenir pour financer leurs clients. Comme j'ai dit, la plupart d'entre eux sont centrés carbone. Et pour montrer à quel point nos banques sont dépendantes le secteur basé dans le carbone, on a publié les résultats des stress tests des banques récemment. Et le résultat démontre que 2 tiers des recettes des banques testées en Europe provient des sociétés qui sont vraiment basées dans le carbone et seulement 20%. Je vois que je dois terminer. Je vais juste finir et
finaliser mon propos, nous devons nous occuper des banques européennes et je recommande que le fait que les banques vont jouer un rôle important, mais il faut être prudent car il faut qu'il y ait des incitations pour leurs clients et pour l'économie réelle. Il faut demander à l'économie réelle, les sociétés, les entreprises d'avoir un plan de transition car si on prête de l'argent à ces sociétés, nous devons nous assurer qu'ils ont une stratégie en place pour arriver à net zéro carbone dans les années à venir. Juste un mot quand même, gardez le micro, keep the microphone. Sabine, keep the microphone. Just one question, une question. Les chiffres que vous avez cités, the figures are absolutely amazing. Est-ce qu'il y a... Les chiffres sont incroyables. Est-ce que c'est juste un objectif? Is it possible to reach that target or is it only a wish? Ou c'est un vœu pieux? The volumes or the share? You're talking about tu parles des volumes ou des parts? Non, c'est une estimation tout à fait réelle, claire. En fait, ce n'est pas une question de savoir qu'on n'a pas d'argent disponible. Les liquidités sont importantes. Mais ce que l'on n'a pas réussi jusqu'à ce point, c'est de passer à la finance durable, finalement. On n'a pas réussi la transition. Compris en entendant Sabine Mauderer que c'est le secteur privé sur lequel peut-être repose une très grande partie de l'effort qu'il y a à consentir pour verdir l'économie. Vous, je rappelle, vous avez créé, vous dirigez un fonds qui travaille sur les infrastructures, donc sur le long terme, et vous êtes par ailleurs président de Finance for Tomorrow. C'est quoi Finance for Tomorrow? Alors, Finance for Tomorrow, c'est la branche de Paris Europlace qui travaille sur la finance durable. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de finance à impact, je voudrais quand même dire que c'est une réalité aujourd'hui, mais qu'elle n'est pas à l'échelle. Et c'est exactement le point que portait Sabine. Comment on fait passer finalement la finance à impact à un niveau de finance de transformation de l'économie et de façon à mobiliser des volumes beaucoup plus importants qu'aujourd'hui. C'est pour ça que l'année dernière, Finance for Tomorrow a lancé, avec le soutien du ministère de l'économie, Olivia Grégoire en particulier, un groupe de travail que le ministère a cofinancé pour faire converger les définitions, parce qu'il y avait beaucoup de débats sur les définitions. Alors, dans la définition retenue par la place de Paris, il n'y a pas de priorité donnée à l'extra-financier. C'est une finance, donc je corrige la définition de notre économiste, en tout cas vu de la place de Paris, mais c'est le en même temps, c'est-à-dire que c'est une finance qui cherche à faire des profits, mais en même temps à transformer avec une intentionnalité forte, mais aussi avec un besoin d'additionnalité fort, le monde et l'économie. Et ça, c'est très important. En quoi est-ce que ça se distingue de l'ESG pure, telle qu'on la connaît et telle qu'on la cite souvent? L'ESG, alors les gens l'utilisent un peu. L'ESG, c'est la base. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez la réglementation SFDR européenne et quand vous êtes article 8, vous faites de l'ESG. Mais ça, c'est pas trop d'acronymes quand même, parce qu'on n'a pas que des spécialistes dans la salle. Hein. Ouais. Oui, tout à fait. C'est la directive européenne qui règle finalement les fonds d'investissement et les asset managers. Et qui leur demande une certaine transparence sur ce qu'ils font en matière d'environnement, social et gouvernance. Et l'ESG, quelque part, c'est un concept d'il y a 10 ans. Hein. C'est le minimum syndical. Quand on fait de l'ESG, en général, on ne fait pas grand-chose d'autre. La finance à impact, il faut une intention, il faut pouvoir mesurer et il faut des objectifs mesurables. Donc ça, c'est important de ne pas confondre la finance à impact avec la philanthropie. La philanthropie a une priorité qui est extra-financière. La finance à impact a deux priorités à même niveau. Il faut que ce soit une finance pour qu'elle soit durable qui fasse des profits, parce que la finance qui ne fait pas de profit n'est pas durable, et en même temps puisse fournir l'additionnalité sociale, environnementale, que vous pouvez choisir, parce que la finance à impact, c'est pas on fait tout en même temps. Donc il y a les cadres universels de type SDG ou autres qui permettent de se positionner. Mais je vais parler peut-être de l'exemple pratique de Meridiam. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui peut illustrer ce que vous venez de nous dire? Oui. Aujourd'hui, Meridiam, qui gère à peu près 18 milliards d'euros,
dans les infrastructures durables, c'est aussi transformé en société à mission en 2019 parce que ça nous permettait d'être clairement positionné sur la finance à impact et l'investissement à impact de très long terme. Nous investissons sur 25 ans, mais aussi en définissant des axes stratégiques en ayant l'intention, puisque nous avons des objectifs sur 3 ans, à la fois d'amélioration sur 5 axes stratégiques. Le premier étant celui du climat, puisque nous avons la capacité de mesurer la température de nos portefeuilles pour en mesurer l'alignement avec l'accord de Paris, donc avoir des portefeuilles qui émettent à 1,5 degré, et ça c'est important. Et puis on a aussi d'autres axes, comme des axes socio-économiques, comme l'accès aux services publics, l'inclusion ou la biodiversité. Et donc ça, il faut des méthodologies pour le mesurer, et c'était aussi le travail du groupe de travail de la place, d'avoir des méthodos pour qualifier, ensuite mesurer l'impact. C'est un gros sujet, on va beaucoup en parler bien sûr dans cette table ronde. Et donc vous en êtes où, vous, précisément? Vous dites que vous êtes systématiquement dans la fourchette basse de la température, si j'ose dire? On a à la fois, par exemple, on a des fonds de transition écologique qui sont sous les 1,5 degrés. Par contre, on a des fonds plus anciens qu'on est en train de transformer, qui sont plutôt des fonds à 2 degrés et demi. Mais pour ça, il faut les travailler. Et c'est ça l'intérêt d'un investisseur de long terme. C'est la capacité de transformer ses actifs pour en baisser l'empreinte carbone. Vous évoquez, par exemple, entre autres, l'accès aux services publics. Pardon, mais l'impact, je le comprends bien sur le plan politique, sur le plan du développement de l'économie, je ne le vois pas très bien sur le plan de la finance. La finance en bénéficie, c'est-à-dire que si je suis capable de servir des millions de personnes en leur fournissant un service de mobilité tous les jours pour aller au travail, moi je gagne et les gens y gagnent. Mais l'impact socio-économique est énorme si on peut aujourd'hui... Et ça se mesure, ça? Tout Cet aspect-là se mesure? Tout à fait. Je prenais l'exemple de la RATP. Ça se mesure aujourd'hui. Elle sait combien de voyageurs elle transporte tous les jours. Et on sait aujourd'hui, en finançant 40 milliards du Grand Paris, l'impact que ça va avoir sur l'accès au transport, aux services publics pour la région parisienne. Je rêve de vous poser une question sur le nombre de jours de grève. Est-ce que vous le mesurez? Sans commentaire. Là. Sans commentaire. Merci. Cécile Cabanis. Je le rappelle, vous êtes directrice générale adjointe de Tikeo Capital. Commençons déjà par ce que fait Tikeo Capital dans ce domaine de la finance à impact. Alors, peut-être avant ça, moi, je vais vous donner ma vision parce qu'effectivement, on a un peu perdu tout le monde. Vous l'avez soulevé tout à l'heure entre ESG, impact, toutes les réglementations, toutes les mesures. Je pense qu'en fait, c'est extrêmement simple. Effectivement, pour être rentable, il faut être durable. Et pour être durable, il faut être rentable. Mais c'est tout simplement qu'on puisse des ressources financières, humaines et naturelles. Et donc, pour que le système dure, il faut bien les restituer avec de la valeur, sinon le système s'arrête. Donc jusque-là, c'est assez simple. Donc effectivement, l'ESG, j'aime pas bien ce mot parce que maintenant, il est un peu utilisé... un peu galvaudé. Voilà, un peu galvaudé. Mais il y a déjà le droit à opérer. Donc il va falloir que tout le monde ait un minimum d'atteinte d'un certain nombre de sujets sur l'ESG pour continuer à opérer. Parce que sinon, comme on va dans une direction et que ça va être de plus en plus réglementé, mais aussi les personnes vont devenir de plus en plus strictes vis-à-vis des entreprises, il va falloir qu'on soit sûr qu'à un moment, on continue à attirer les jeunes dans les entreprises, qu'on a encore des clients et qu'on a encore des investisseurs. Donc ça, je pense que c'est vraiment la base. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder l'extra-financier et le financier de la même façon, avec un petit problème sur l'extra-financier, c'est qu'on a créé plein d'indices, c'est ultra compliqué, les méthodos sont pas calés, donc c'est la difficulté en plus. Mais de toute façon, ça c'est la base. Et pour ce faire, finalement aujourd'hui, et je vais venir à l'impact et en quoi nous, on peut quand même aider à accélérer et à mettre à l'échelle. En fait, aujourd'hui, du coup, les entreprises, on leur a demandé de faire ça en plus, mais finalement, elles n'ont pas changé leur mode de travail, elles n'ont pas changé leur mode de gouvernance et elles n'ont pas changé leur horizon de temps. Donc en fait, aujourd'hui, tout ce qui est transformation est un coût, puisque vous regardez vos horizons de temps courts avec
avec la mesure financière sans mesurer les externalités. Et la transformation, on sait qu'elle est long terme. Et donc la valeur, elle arrivera, ça dépend des transformations, mais entre 5, 10, 15 ans. Donc on a un problème à ce niveau-là qui n'est pas réglé pour les entreprises. L'autre sujet, c'est qu'on a tous été élevés à être extrêmement compétitifs et individualistes dans la façon dont on gère nos business models, parce que chacun de nous est sur une partie de la chaîne de valeur. Donc, je fais mon travail dans mon petit jardin, sauf qu'en fait, la planète, ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce que chacun se sera fait un petit hiver qu'on va s'en sortir. On est tous responsables aujourd'hui du système dans lequel on est. On sait tous qu'on ne va pas assez vite. Et donc, on doit tous sortir. Hier, on parlait du triangle de l'inaction entre les pouvoirs publics, le privé et les citoyens. On pourrait même aussi rajouter une petite schizophrénie parfois entre le citoyen et le consommateur. Et ça revient au sujet de la sobriété qui n'est plus un gros mot, j'ai l'impression. Ou alors, pour ceux qui préfèrent la psychanalyse, dans le triangle du drame qui est sauveur, bourreau, victime, et on tourne. Donc là, il faut s'échapper du triangle. Il faut agir. Donc nous, Tikeo Capital a été monté en 2004 par 2 entrepreneurs qui sont partis de rien. Et on est 18 ans plus tard et ils ont maintenant 35 milliards d'actifs sous gestion sur 4 classes d'actifs. Donc l'immobilier, la dette privée, le capital investissement et les marchés de capitaux. Et nous, notre mission, c'est vraiment de prendre de l'épargne mondiale et de la mettre au travail dans l'économie réelle. Et donc quand on fait ça, on a à la fois une responsabilité, mais aussi une opportunité énorme de faire passer l'investissement là où on va être capable de rendre le système et de transformer de façon plus résiliente. Parce que moi, je suis d'accord avec ce que Sabine disait, il n'y a pas les bons et les méchants. Le système, il est ce qu'il est. Maintenant, il faut qu'on le transforme. Et les nouvelles technologies, c'est très bien. Mais quand le GIEC dit on a 3 ans pour atteindre les pics d'émissions, il va falloir entraîner toute la masse d'actifs qui est là aujourd'hui. Donc nous, la façon dont on le fait, c'est toutes les barrières que je décrivais pour les entreprises, c'est comment en tant que gestionnaire d'actifs, on peut proposer des solutions soit d'investissement, soit de financement, qui vont casser les barrières. Donc typiquement, on a un fonds de décarbonation. Et dans ces cas-là, on regarde toute la chaîne de valeur. Donc on n'est pas tanké dans un petit coin de la chaîne de valeur, on regarde toute la chaîne de valeur. On applique une durée et un accompagnement des entreprises qui permettent le temps de la transition. Et on a effectivement des objectifs et des mesures extrêmement simples et claires qu'on reporte à nos investisseurs de façon extrêmement régulière avec un assessment ou une évaluation indépendante. Là, on est en train de s'attaquer à l'agriculture. Donc là, pareil, on fait un fonds qui va être de 15 ans, parce qu'on sait que l'agriculture, c'est long. On ne s'intéresse pas au sujet un peu niche de je fais de la viande à partir de je ne sais pas quoi dans mon garage, mais on est sur le sol. Parce qu'aujourd'hui, 95% des besoins alimentaires viennent du sol et on en a dégradé 50%. Demain, on va manger, ça va venir du sol. Donc, il est hyper urgent de régénérer les sols. Et là aussi, ce n'est pas un sujet de coût qui va payer, c'est un sujet d'horizon de temps et d'investissement. Parce que les Nations Unies vous disent, je mets $1 dans le sol, à la fin du cycle, je récupère entre 8 et 30. Donc effectivement, ce n'est pas un sujet d'arbitrage et de savoir à qui c'est la faute, c'est un sujet d'avancer et de proposer des actions. Donc nous, on a de la chance d'être gérés par des entrepreneurs. On a un de nos mottos, c'est We create, we don't compete. Et notre métier et notre rôle, c'est vraiment d'arriver à proposer ça et de débugger la chaîne. Et quand on fait un fonds, après on attire d'autres investisseurs, des publics, des privés, et on est capable de mettre à l'échelle. Parce que vous démultipliez en fait l'investissement de départ. Et Tikeo Capital met toujours son bilan au travail. Donc il est détenu majoritairement par son management et il met en permanence son propre argent dans ses fonds pour un total alignement d'intérêts. Il faut créer cette action collective et nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Merci Cécile, merci beaucoup. Je vais passer la parole à un représentant d'entreprise qu'on appelle les émetteurs, c'est-à-dire les entreprises qui cherchent à lever des fonds pour financer leur croissance et qui, par ailleurs, Daniel Biarnet, vous êtes le président de la puissante Association française des trésoriers d'entreprise.
Vous êtes évidemment directement impacté par l'ensemble de cette gigantesque transformation. Mais pour l'Association française des trésoriers d'entreprise, tout n'est pas très clair. Et il reste encore beaucoup de zones d'inconnu qu'il faudrait d'urgence clarifier. Lesquelles? Merci et bonjour à tous. La finance à impact, c'est effectivement le dialogue sur les enjeux environnementaux et sociaux entre le monde financier et le monde de l'entreprise. Et quand on parle de financement d'entreprise, l'interlocuteur naturel dans les entreprises, c'est évidemment le trésorier. Donc dans notre association, ces réflexions sont cruciales et je voudrais vous les partager autour de 3 thèmes. Les principes, les données et les outils. Au niveau des principes, je pense qu'on sera tous d'accord que l'objectif, c'est d'entraîner le maximum d'entreprises dans une démarche active et ambitieuse, cohérente avec les objectifs environnementaux et sociaux de l'ensemble de notre univers économique. A contrario, l'objectif n'est pas, sur la base de données statiques à aujourd'hui, d'exclure des secteurs ou de les condamner à périr. Et donc, ça veut dire que pour nous, ce qui est important, c'est que dans la finance à impact, les principes soient basés sur une approche incitative, inclusive et dynamique, par opposition à ce qui serait une attitude punitive, exclusive et statique. Le deuxième point, c'est sur les données. Si on veut sortir des illusions et si on veut s'assurer qu'on est dans la réalité, il faut mesurer. Et donc, pour mesurer, il faut avoir des indicateurs et des données qui sont transparents et qui sont fiables. Alors évidemment, pour les entreprises, il faut que ces indicateurs soient partagés par tout le monde, sinon on a à répondre de façon différente à chacun. Et pour les régulateurs qui vont être appelés à définir ces indicateurs, nous leur suggérons fortement de prendre des indicateurs qui soient les plus simples possibles et qui soient limités en nombre. C'est bon pour les entreprises parce que sinon elles vont s'épuiser, a fortiori les PME, pour partir à la recherche de tous ces indicateurs. Et c'est bon pour les investisseurs parce que sinon ils vont se disperser sur tout un tas d'indicateurs différents. Et la deuxième chose, c'est ces indicateurs et ces données, il faut les utiliser pour en faire une évaluation de est-ce que les entreprises sont sur la bonne trajectoire. Et l'ESMA, qui est le régulateur des marchés financiers, a sorti cette semaine des conclusions sur une étude qu'elle a faite auprès de l'ensemble des places financières européennes et des acteurs. Et elle a un diagnostic que nous partageons qui est de dire que cette capacité d'évaluation et d'analyse des données, elle est aujourd'hui pas encore assez mature. On part un peu dans tous les sens, les méthodologies ne sont pas forcément claires. Et donc, nous considérons qu'il faut que cet écosystème d'évaluation, qui inclut aussi la notation, bien évidemment, environnementale et sociale, suive un peu le même processus que la notation de crédit, c'est-à-dire qu'on aille vers des méthodologies qui sont transparentes, vérifiables et qui soient contrôlées. Dernier point, les outils de financement. On a traditionnellement 2 grands outils de financement qui sont soit un financement dédié à des projets spécifiques. Je veux construire un parc éolien, je veux faire de la recherche pour modifier mes processus de production. Comme ce projet est spécifiquement cohérent avec les aspects environnementaux et sociaux, j'y adosse un financement qui est étiqueté. Une deuxième catégorie de financement, c'est des financements qui servent à financer l'ensemble des activités de l'entreprise, mais où l'entreprise s'engage sur sa stratégie globale et le coût de ce financement sera indexé sur l'atteinte des objectifs de l'entreprise. On peut aussi imaginer encore d'autres outils. Ce qui est important, c'est que la palette d'outils financiers à disposition des entreprises soit la plus large possible pour couvrir tous leurs besoins et qu'elle puisse leur permettre de les accompagner dans toute leur transformation. Et c'est aussi intéressant, je pense, pour les investisseurs, pour avoir également une diversité de produits sur lesquels investir. Donc, en synthèse, si la finance à impact a des principes inclusifs, incitatifs et dynamiques, si elle s'appuie sur des données simples, vérifiables et transparentes, avec des méthodologies d'analyse transparentes, et si elle propose une palette de financement large qui permet de couvrir tous les besoins différents des entreprises, il n'y a aucune raison pour qu'elle ne débouche pas sur des réalités. Merci beaucoup. Gardez le micro parce que j'ai une ou deux précisions à vous demander. Aujourd'hui, on veut des mesures qui soient inclusives et non pas
punitive. Aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'une partie de ce que vous subissez, que vous êtes obligé d'aligner par rapport à la demande du marché, est punitif? Aujourd'hui, pas vraiment, mais on sent qu'il peut y avoir une tendance à le faire quand, par exemple, on a des choses qui dérivent vers la taxonomie qui serait conçue juste comme une analyse statique, sans regarder la projection vers le futur. D'accord, donc faire de la dynamique et non pas un film et pas une une photo. alerte sur un danger potentiel. D'accord. Une entreprise comme Saint-Gobain, lorsqu'elle doit remplir sa nomenclature qui lui permet d'avoir un rating ESG ou impact, il y a combien de données? Alors, normalement, je ne réponds pas sur Saint-Gobain, je réponds uniquement dans de la FTE, mais... Répondez sur ce que vous voulez, mais répondez à la question. Voilà. Les critères sur lesquels elle doit donner des renseignements, c'est plusieurs centaines d'indicateurs. C'est quelque chose de faramineux. Et en plus, on doit le faire remonter. Quand on fait du reporting financier, on fait remonter des données de chaque filiale. Quand on fait remonter des données ESG, ce n'est pas chaque filiale, c'est chaque site. Donc, on est sur quelque chose qui est démultiplié. Et on n'est pas sur quelques indicateurs financiers, on est sur plusieurs dizaines d'indicateurs. C'est ça qui est compliqué. D'accord, merci beaucoup. Merci. Éric Pinon, président honoraire de l'Association française de gestion financière. J'allais dire, sur cette table ronde, vous représentez aussi les épargnants, monsieur et madame tout le monde, les sociétés qui gèrent l'épargne, mais les épargnants. Début août, il va se passer un changement considérable. C'est dans 3 semaines à peu près. Les sociétés de gestion, les banques, devront demander à tous leurs clients s'ils veulent ou pas, la question est un peu étrange d'ailleurs, que leur épargne, que leur portefeuille soit orienté ESG, impact ou pas. Qu'est-ce que ça va changer pour votre métier ? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. J'ai la chance effectivement sur le plateau de terminer après d'abord 2 de mes membres. C'est pas fini après. Non, mais puisque des sociétés de gestion, Tikeo, Meridiam, effectivement, font partie des sociétés de gestion de France. Mais je crois que la question qui est posée et qui va être posée aux clients, normalement début août, pour être très transparent, je crois qu'on va peut-être avoir un petit délai, je vais y revenir, mais c'est est-ce que vous voulez effectivement faire de l'investissement ESG? Alors, Thierry l'a dit tout à l'heure, ça ne veut plus dire grand-chose ou ça veut tout dire. Moi je voulais revenir sur le titre de notre table ronde, la finance à impact. Et à une époque, je croyais qu'on me demandait illusion ou réalité. Et c'est bien et réalité. Alors, illusion, je pense que nous sommes dans une phase de conversion, ça vient d'être dit, dans une phase qui prend du temps, dans une phase de long terme. Alors, quand on a la chance, effectivement, d'avoir des investisseurs longs, on a le temps de mettre tout ça en œuvre. Quand on a la chance d'avoir de la clientèle qu'on appelle mass market retail, le client de base, c'est vrai que la demande est en général sur des positionnements plus courts. Et je crois que la question qui va être posée en ce début d'été, en ce début d'août, puisqu'on est déjà à l'été, là, vu la chaleur, mais on est dans une situation où on va avoir ce sujet de montrer que c'est bien devenu une réalité et non pas rester une illusion. Je crois que le développement au niveau européen de tout ce qu'on a appelé le Green Deal, d'un cadre réglementaire qui vient d'être évoqué pour les entreprises, mais qui est valable pour nous également, est important. La finance durable n'a fait que s'accélérer. La prise de conscience des enjeux environnement, sociaux et gouvernance ont eu plein d'objectifs. Le premier, je porte à ma boutonnière effectivement le pins des ODD, donc des fameux objectifs de développement durable de l'ONU. Je crois que le sujet important pour beaucoup d'entre nous, après les accords de Paris, la fameuse COP21 qui a déjà été citée plusieurs fois depuis hier, c'est que les acteurs financiers doivent apporter des réponses à la hauteur des demandes de nos clients. Alors on a beaucoup de nos clients qui sont des clients institutionnels, comme on dit, donc des clients à capitaux longs, mais on a, et on devrait avoir encore plus, des clients à investissement long privé. Ça a été dit dans la table ronde précédente, on a un problème d'allocation d'actifs. Vous savez combien, Nicolas, je suis porté sur ces sujets d'éducation et d'investissement long terme, mais on aura de l'investissement long terme crédible que si effectivement cette illusion est bien confirmée en réalité. La recherche conjointe d'une performance écologique, sociale, d'une rentabilité financière, Thierry l'a évoqué, et tout le monde l'a évoqué avant moi ici, c'est qu'il y a bien une finance à impact et la prise en compte de cette double matérialité, finance
et objectif sont des points importants parce que les gens nous le demandent, la jeune génération, nous sommes, et notre ami Lorenzi le dit à chaque fois dans ses universités d'été, on est avec des jeunes. Les jeunes demandent que nous soyons auprès de l'argent qu'ils vont nous confier, auprès de l'argent que certains, je dirais, de générations qui les précèdent nous ont confié, soit à bon objectif. Donc l'objectif de l'AFG et de l'ensemble de ses membres, c'est de publier des résultats. Les résultats sont aujourd'hui encore peut-être trop modestes. Ils sont peut-être encore à ce stade effectivement pas suffisamment connus, mais on a un vrai objectif de développement pour répondre à la question du mois d'août. Merci beaucoup. Non, juste pour compléter, je crois que vous vouliez me poser une question, c'est pour ça que je vous redonnais la parole. Mais donc en l'occurrence, je crois que ce qui est important aussi, et ça j'insiste beaucoup là-dessus régulièrement, et ça vient d'être dit par mon voisin, c'est qu'il n'y aura de solution à cette gestion pour compte de tiers que les sociétés de gestion ont la charge d'avoir que s'il y a un partage d'informations. Nous n'avons pas, alors encore moins dans le descriptif qui vient d'être fait sur les entreprises, les sites, etc. Si on ne se met pas d'accord sur les règles et sur l'ensemble des règles, on aura un vrai sujet. Donc je crois que là-dessus, ça a été évoqué tout à l'heure et je crois que c'est important. Thierry Déo parlait du rôle d'Olivia Grégoire. Nous avions eu la chance d'accueillir Michael Bloomberg pour la COP irlandaise, Thierry et moi, et on voit bien que les travaux que nous avons faits tous ensemble et pour lesquels Finance for Tomorrow a sorti un certain nombre de résultats. Nous sommes en train d'ailleurs de faire grossir l'action de Finance for Tomorrow au sein d'Europlace avec un projet qui va s'appeler l'Institut de la finance durable. C'est effectivement d'avancer pour aller plus loin. Et ça a été évoqué également par quelqu'un d'autre, et je vais m'arrêter sur ce point-là, c'est ces sujets de labellisation, ces sujets de référencement. Nous avons aujourd'hui des problèmes européens, il n'y a pas de label européen. Alors sans rentrer dans les détails techniques, une société de gestion doit passer avec des labels français, belges, allemands pour être sustainable ou comme on dit impact. Et je crois qu'il faut, et je termine, je crois qu'il faut effectivement que le travail aille dans ce sens d'une transparence totale entre les acteurs émetteurs, les investisseurs au profit des épargnants qui sont nos clients et qui seront l'avenir de cette demande de demain. Merci beaucoup Eric. Moi j'ai plusieurs questions qui sont liées au contexte. Parce que avoir une vision générale, généreuse de l'impact, de la responsabilité qu'on peut avoir vis-à-vis du futur, c'est formidable. Il y a un présent qui est assez compliqué, qui est par exemple la guerre en Ukraine. Est-ce que vous, investisseurs, est-ce que la Bundesbank a intégré dans ses exigences du moment le fait que ce qui était difficile à financer il y a un certain temps, par exemple les industries de l'armement, si Patrice Ken était là, le patron de Thales, il dirait « je ne peux pas me financer au même coût que mes concurrents d'autres secteurs ». Est-ce que vous avez intégré ça? Est-ce que, par exemple, vous acceptez de changer vos critères sur le charbon, par exemple en Allemagne, c'est un sujet considérable, et sur le financement des centrales à charbon? En un mot, sinon l'armement, depuis le 24 février, nous avions beaucoup d'exclusions, comme on dit dans notre jargon, et on a effectivement compris, ou certains ont compris, qu'il ne fallait pas que les règles soient trop strictes parce que les moments pouvaient avoir des effets importants. Et la DGA, la Direction Générale de l'Armement, nous avait contactés pour qu'on les aide à continuer ces financements, et il faut qu'on le fasse parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais Eric, encore une fois, Patrice Ken, le Thales dit clairement les entreprises américaines se financent à un coût qui est très différent d'une autre, je veux dire, européenne. Thierry Déo, Sabine Mauderer. Je crois que la crise ukrainienne a au moins enlevé beaucoup de dogmes dans le sujet de la transition. Parce que maintenant, on s'est dit, finalement, il y a une crise, il faut réagir, il faut accélérer finalement la transition, il faut accélérer l'indépendance du gaz russe. En particulier, l'armement, c'est un sujet. Et je crois que tant qu'on considère finalement ces investissements, pas forcément très verts, comme des investissements de transition, et si on retourne vers le rapport de l'AEIE, de la COP 21, le charbon, le nucléaire, le gaz, on le relâche joué. Le tout, c'est qu'à un moment, il faut se désintoxiquer et il faut s'engager sur... Est-ce que le rythme de la désintoxication doit changer ? Aujourd'hui, on nous demande de l'accélérer finalement. Oui, mais est-ce que le contexte depuis le 24 février fait que
c'est bien gentil, mais il y a d'autres urgences absolues. L'urgence absolue, c'est l'hiver prochain. Non mais aujourd'hui, l'urgence absolue, c'est de trouver du gaz pour remplacer le gaz russe. Bon, alors que l'Allemagne ait besoin de retourner au charbon parce qu'elle a arrêté son nucléaire, on peut discuter de la pertinence de Maybe I ce take mouvement. over and explain it. Peut-être que vous me permettez d'expliquer cela, si vous me permettez. Pour nous, nous sommes plus dépendants sur le gaz russe, 70% par rapport à 40% en France, mais nous sommes dans le même bateau. Le jour où on a eu cette invasion, tout le monde a été choqué. On s'est dit, on a d'autres soucis que juste le climat. Mais après quelques semaines, tout le monde a compris que nous devons reprendre notre indépendance. Tout le monde parle de la sécurité énergétique dans mon pays, plus que dans d'autres et ici. Mais pour nous, maintenant, les termes concernent la sécurité énergétique. Ça veut dire l'indépendance, la souveraineté et l'accélération de la transformation pour nous. Vous avez tout à fait raison, nous devons être pragmatiques. Malheureusement, nous devons revenir au charbon pour le moment et d'autres sources dont on veut débarrasser dans le long terme, mais ça ne veut pas dire qu'on voit des effets qui nous bloquent. Si on accélère le processus d'investissement dans les énergies vertes, dans mon pays, on a décidé que d'ici 2030, 80% de notre électricité doit provenir d'énergies renouvelables. Et c'est fascinant. Et pour revenir à la France, par exemple, 70% des énergies, de l'électricité provient de l'énergie nucléaire. Beaucoup de centrales doivent être remises en état. Et en 2035, vous voulez réduire votre portion de nucléaire à 50% et vous voulez accélérer le processus d'intégration d'énergie renouvelable. Il me semble qu'au sein de l'Union européenne, beaucoup de pays font face au même problème et on doit se réveiller. Nous devons accélérer le processus. Vous avez un point de vue, est-ce que le scope ou l'échelle de temps a changé ? Non, je pense qu'effectivement, il faut qu'on sache s'adapter. Je pense que la crise en Ukraine, à la fois sur les sujets agricoles, défense et énergie, a un peu mis tout le monde sur... faire converger tout le monde sur l'objectif. Oui. Après, il faut garder les yeux rivés sur l'objectif et retravailler les trajectoires parce qu'effectivement, on ne peut pas ne pas tenir compte du contexte et ne pas essayer de le régler. Donc on va naviguer en tirant des bords, mais je pense qu'il faut refaire les trajectoires si on recule pour qu'elles soient plus rapides derrière. Il faut refaire les trajectoires. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oh, oui, ici au premier rang, vous voulez bien apporter un micro. Levez-vous, ce sera plus simple, on vous repérera. Vous voulez pas vous lever ? Ah, si c'est l'autre, alors. Merci. Hier, on avait une conférence avec le gouverneur de la Banque de France notamment, et qui parlait d'une baisse des exigences de rentabilité. Jusqu'où est-ce que vous êtes prêt à aller alors je m'adresse plutôt aux investisseurs dans cette voie, et est-ce que, voilà, c'est une question simple. Cécile ? Mais moi, je pense qu'on parle baisse de rentabilité si on n'a pas compris que la transition, c'est un investissement. Parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet avant tout d'horizon de temps. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise cotée ou quoi que ce soit, vous avez un sujet pour investir parce que vous êtes noté sur du court terme. Et aujourd'hui, on ne mesure pas les externalités. Donc, on leur donne ni coût, ni valeur. Et donc, en fait, il faut absolument que les investisseurs trouvent le moyen d'accompagner le cycle. Mais à la fin, le retour, on l'a. Et encore une fois, pour être durable, il faut être rentable. Parce qu'il faut bien continuer à investir dans le système et à remettre des ressources avec de la valeur. Donc, je pense que ce sujet de continuer à convaincre les gens qu'il faut absolument baisser les marges, je pense que ce n'est pas le sujet. Il faut débloquer les modes de fonctionnement et le logiciel dans lequel on opérait. Là, le truc, c'est qu'on est incrémental parce qu'on a dit aux gens, vous faites tout ce que vous faisiez avant. Et en plus, vous rajoutez ça. Vous rajoutez une exigence. OK. Sans le mesurer. Daniel, rapidement, et peut-être Iris, si vous voulez répondre à ça.
Je ne commenterai évidemment pas les exigences de rentabilité en capital des investisseurs qui sont... Ni les propos du gouverneur. Et je respecte totalement les propos du gouverneur. Magnifique. Mais pour ce qui est des entreprises, et je reprendrai ce qui a été dit précédemment, il n'y a pas d'opposition entre les objectifs environnementaux et sociaux d'un côté et les objectifs financiers. Les entreprises sont tout à fait conscientes que pour avoir une stratégie qui est durable sur le long terme, il faut à la fois gérer les objectifs financiers et les objectifs environnementaux et sociaux. Après, on peut discuter sur la façon de traiter les investissements à court terme, mais c'est vraiment des engagements qui vont de pair et qui peuvent créer de la valeur si on les gère correctement. Thierry ? Non mais rapidement, j'allais répéter qu'il n'y a pas d'opposition et que le gouverneur faisait peut-être référence au marché liquide plus court terme, mais quand on est dans l'investissement de la transition, en fait, on n'a pas le choix. Investir dans la non-transition, c'est investir dans des stranded assets, c'est d'investir dans des actifs qui n'auront plus de valeur dans 15 ou 20 ans. Et donc, si vous êtes un investisseur et que vous avez la durée devant vous, la question du rendement et de la rentabilité ne se pose pas parce qu'il y a une crise ukrainienne. Ok, merci. Alors, il y a deux questions. Madame, monsieur, on va prendre les deux questions. Si on peut avoir un micro. Vite. Bon, je suis Ah la non, plus c'était pas proche vous. du micro. Non, soyez gentil. Question On a peu de aussi. temps, donc essayons de ne pas perdre de temps dans la logistique. Allez-y, si vous avez une question à poser. Ma question, c'est assez simple. On a un score ESG sur les grandes entreprises, Oui. mais quitte des PME, parce qu'on parle quand même des 99% Très bonne des question. entreprises. C'est Eric Pinon qui va répondre pendant que le micro circule. Eric ? Oui, ça a été évoqué. On a un vrai sujet. Aujourd'hui, ça coûte et les petites entreprises, alors nous parlons sur l'extra-financier en particulier, sont pour l'instant, on va dire, exclues, enfin, si je puis exprimer comme Pénalisées. ça, pénalisées, et on veut qu'elles soient rattrapées par des processus simples. Ça a été dit par mon voisin. Madame ? Thank you very much. This will be a question. My question is Donc, en français ? Oui, s'il vous plaît. Très bien. Donc, je voulais juste dire un mot sur les banques, puisqu'on n'a pas entendu parler des banques sur ce panel. Je suis de BNP Paribas et je voulais juste dire pour l'audience que, bien sûr, les banques sont également très engagées dans cette transition énergétique et dans le financement de la transition des clients. J'aurais aimé avoir peut-être plus de commentaires de Madame Mauderer autour de la façon dont la BCE voit justement l'évolution des banques. Vous avez parlé, Madame, des stress tests climatiques qui ont été publiés hier, avec un chiffre très inquiétant de 2/3 des revenus dépendants de carbon intensive. J'aurais voulu comprendre un peu mieux ce que vous mettiez dedans. Est-ce que c'est du corporate? Est-ce que ça inclut l'immobilier? Est-ce que ça inclut les portefeuilles de dette souveraine? Question à Sabine Mauderer. Merci beaucoup, Madame. So maybe I don't. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les banques jouent un rôle majeur et les plus grands travaillent sur cette question, mais on a une approche basée dans le risque. On demande aux banques et aux plus petites banques d'être conscients du risque climatique que vous avez sur vos bilans. Cela veut dire qu'ils doivent comprendre leurs clients, leurs PME, etc. Pour revenir au secteur bancaire, le secteur bancaire en Allemagne joue un rôle majeur car il travaille avec les PME afin de traduire ce qui est nécessaire. Les SME ne savent pas ce que l'on attend d'eux et ce qui sera nécessaire dans le long terme pour leur gestion, et les banques jouent un rôle important pour traduire, expliquer ce qui sera nécessaire à l'avenir. Je voudrais juste faire une remarque sur la remarque extrêmement pertinente de Madame. Quand j'ai parlé de la finance à impact, qui était le lieu du dialogue entre le secteur financier et les entreprises, dans le secteur financier, bien entendu, il y a autant les investisseurs que les banques, ce qui est évidemment totalement pertinent, a fortiori pour les PME. Vous avez totalement raison. La tradition, c'est que le cercle des économistes conclut. Un mot pour conclure.
Alors un mot pour conclure, on est tous d'accord aujourd'hui qu'il faut prendre en compte l'impact social et environnemental, d'autant que rentabilité et durabilité sont des objectifs qui peuvent être compatibles. Pour que l'investissement à impact participe à la prochaine vague d'innovation et donc au prochain cycle de croissance plus vert et plus durable, il est nécessaire que tous les acteurs s'impliquent et il est nécessaire aussi de définir clairement des mesures et des indicateurs. Merci Je beaucoup. vous remercie. Applaudissements de dingue parce que c'était la meilleure table ronde de la matinée.